La planète Mars, aujourd'hui, est une planète active, très intéressante, mais il faut reconnaître que c'est une planète désertique et sèche. Bien sûr, il y a beaucoup d'eau sur Mars, mais essentiellement sous forme de glace. Il n'y a nulle part de l'eau liquide, on n'en a jamais observé, parce que en fait, la pression atmosphérique est trop basse. S'il y avait de l'eau liquide, elle s'évaporerait très rapidement. Et puis concernant la glace, en réalité, elle est instable partout sauf au pôle. Nous avons vraiment là une petite terre, mais vraiment sèche et désertique. Cependant, les archives géologiques de la planète Mars nous racontent une histoire différente. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Y a-t-il eu des périodes propices à la vie sur Mars? Alors je vous invite à démarrer au début de l'histoire, il y a 4,5 milliards d'années, à l'époque où le Soleil et les autres planètes se sont formées. Alors Mars s'est formé à partir des mêmes ingrédients que la Terre, que Vénus. Pour cela, pas de différence. Par contre, Mars est une planète qui est 2 fois plus petite que la Terre et on pense que pendant les premières centaines de millions d'années de son existence, jusqu'à peu près moins 4,1 milliards d'années, eh bien, tout simplement, il n'y avait pas d'atmosphère sur Mars. On n'en est pas certain, mais tout indique que c'est le cas. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, Mars petite, avec cette faible gravité, n'a pas pu garder une atmosphère à une époque où le Soleil était extrêmement actif. À cette époque, le Soleil était globalement en moyenne moins lumineux qu'aujourd'hui. Par contre, il était beaucoup plus puissant pour ce qui concerne le rayonnement ultraviolet et même extrême ultraviolet. Ce rayonnement a pour effet de chauffer la très haute atmosphère. En fait, ces photons très énergétiques, dès qu'ils arrivent en contact avec une atmosphère, ils cassent les molécules, ils les chauffent très fortement. On pense qu'à cette époque, le rayonnement extrême ultraviolet était peut-être jusqu'à 100 fois plus efficace qu'aujourd'hui. Résultat, les températures des hautes atmosphères, ce qu'on appelle la thermosphère, parce que ce sont des atmosphères très chaudes, étaient extrêmement élevées. Résultat, sur Terre comme sur Mars, les molécules bougeaient très rapidement. Sur la Terre, la gravité est suffisante pour les garder, mais sur Mars, on pense que les molécules étaient facilement éjectées dans l'espace. Elles atteignaient la vitesse de libération. Et donc on pense que finalement Mars, au début de son existence, ressemblait un peu à la Lune. Il y avait parfois un peu de volcanisme qui crachait du gaz dans l'atmosphère, de l'air, mais ce gaz ne restait pas. Et puis on arrive, après quelques centaines de millions d'années, on pense à peu près il y a 4,1, 4,2 milliards d'années, une période où peu à peu, une atmosphère a pu être dégazée. Il y avait beaucoup de volcanisme et on a probablement construit à cette époque-là une atmosphère de dioxyde de carbone, de CO2. Alors, on arrive ensuite dans une période très particulière pour laquelle on a peu d'indices géologiques, où il y a eu encore quelques très gros impacts. On a formé les bassins d'impact qu'on appelle Hellas, Isidis, Argyre. Hellas, par exemple, c'est un bassin qui fait 2200 km, 9000 mètres de profondeur. Probablement un impacteur, une astéroïde qui faisait plus de 100, voire 200 km de diamètre. Donc un impact énorme et qui a complètement changé la surface de Mars et qui l'a recouverte de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres de sédiments, ce qu'on appelle le régolithe. Et enfin, après cela, on arrive dans une nouvelle ère géologique sur Mars, la première ère pour laquelle nous avons des archives géologiques, l'ère noachienne. Alors cette ère noachienne, il nous en reste beaucoup de traces, puisque une grande partie de la surface de Mars date de cette époque très lointaine. On la reconnaît parce que les surfaces sont extrêmement cratérisées. Sur ces terrains très anciens, il y a 3,5, 3,8 milliards d'années, l'on voit des traces de lits de rivières, donc des rivières aujourd'hui asséchées, des sédiments lacustres, peut-être des mers, des lacs, des deltas. On voit des rivières qui arrivent et qui forment de magnifiques deltas, un peu comme la Camargue si on enlève la Méditerranée. Tout indique donc qu'il y avait à cette époque-là de l'eau liquide en abondance et on peut donc se poser la question si la vie a pu apparaître puisque la vie est apparue sur Terre à la même époque. On trouve aussi d'autres indices liés à la minéralogie, la nature des minéraux. D'une part, on trouve des minéraux qui semblent avoir été altérés par la présence d'eau liquide. On voit par exemple des argiles. Les argiles se forment lorsque de l'eau liquide imprègne des roches volcaniques, du basalte par exemple, pendant de longues durées et ça se transforme en argile. On en trouve beaucoup sur Terre, pas étonnant parce qu'il y a beaucoup d'eau liquide sur Terre. Lorsqu'on en a découvert sur Mars, c'était un grand événement. On trouve aussi par exemple des évaporites, c'est-à-dire des roches qui se forment au fond de lacs lorsqu'ils s'évaporent. On retrouve par exemple des sels du sulfate, du gypse, des choses comme ça, bien connues sur Terre et que l'on trouve un peu sur Mars aussi. On peut étudier toutes ces roches, toutes ces formations géomorphologiques depuis l'orbite ou depuis la surface avec des rovers, des robots géologues qui nous permettent d'enquêter sur ce qui a pu se passer à l'époque. Alors, il faut dire que des questions restent. On se pose vraiment des questions sur ce qui s'est réellement passé à l'époque. Une première question, c'est de savoir si cet environnement avec de l'eau liquide propice à la vie était épisodique, de temps en temps pendant un millier d'années, puis on revient sec et puis on repart avec de l'eau liquide.
ou au contraire continuent pendant une centaine de millions d'années. On se pose parfois la question de savoir quelle est l'origine de ces minéraux hydratés. Par exemple, ils ont pu se former à une époque très très lointaine, être abondants et ensuite on les retrouve dans les sédiments lacustres parce que tout simplement ils ont été transportés par les rivières sans que vraiment ils étaient formés sur place. Parfois on se demande si ces minéraux hydratés n'ont pas été formés sous la surface à une époque où il faisait peut-être très froid, mais dans des sources hydrothermales, là où il faisait chaud, mais uniquement en profondeur. Et puis parfois, pour certaines rivières, certaines formations, on se pose la question de savoir si, ok, on voit une rivière, mais est-ce que c'était pas une rivière qui était sous un glacier à une époque où il faisait très froid? Toutes ces questions se posent, les géologues mènent l'enquête et l'enquête continue. Pour ce qui concerne cette époque extraordinaire où Mars connaissait de l'eau liquide, il reste aussi des énigmes très fondamentales. La première est de savoir comment est-il possible que sur une planète comme Mars, qui est 1,5 fois plus éloignée du Soleil que la Terre, à une époque où le Soleil était moins lumineux qu'aujourd'hui, à peu près 25% moins lumineux qu'aujourd'hui, on a pu avoir un climat aussi clément, aussi chaud. Au début, on s'est dit, bon, ça va être facile, il suffit d'avoir une atmosphère de dioxyde de carbone. Évidemment, tout le monde sait que le CO2 est un bon gaz à effet de serre. On met un petit peu d'azote, on met un petit peu d'eau. Si on met beaucoup de gaz, ça va permettre d'avoir un climat chaud avec une température au-dessus de 0 degré, des rivières, des lacs. Mais en fait, ça ne marche pas. Si on met du CO2, la température augmente un peu, mais au bout d'un moment, si on en met trop, l'atmosphère va réfléchir le rayonnement du soleil et on n'arrivera jamais à dépasser 0 degré. On reste à moins 20, moins 30, moins 40 degrés. Alors on s'est dit, bon, peut-être qu'il y a les nuages ont pu participer à l'effet de serre. Les nuages d'eau, ou peut-être aussi les nuages de dioxyde de carbone, de glace carbonique qui se forment et qui, c'est vrai, ont un effet de serre très particulier. Ils réfléchissent le rayonnement infrarouge thermique. Mais lorsqu'on a pu calculer en détail ce qui se passe avec ces nuages de CO2, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Ensuite, on s'est dit peut-être qu'il y avait un gaz à effet de serre supplémentaire. On a envisagé de l'ammoniac. Ah non, ça ne marche pas l'ammoniac parce que l'ammoniac est détruit par le rayonnement ultraviolet. La mode actuelle est de dire que peut-être ce serait de l'hydrogène. Alors l'hydrogène, la molécule H2, n'est pas un bon gaz à effet de serre, mais lorsqu'elle est en collision avec le CO2, donc un peu d'hydrogène dans beaucoup de CO2, eh bien le dimère qui se forme est capable d'absorber le rayonnement infrarouge thermique, c'est-à-dire ça forme un composé qui est un bon gaz à effet de serre. Alors ça marche bien. La question est de savoir si on a pu vraiment accumuler suffisamment d'hydrogène. L'enquête est en cours. Une autre question que l'on se pose concernant ce passé ancien de Mars, c'est pourquoi Mars n'a pas continué comme ça? Pourquoi, entre guillemets, Mars n'a pas connu le destin de la Terre avec des rivières et des lacs pendant tous 4 milliards d'années? Alors la réponse, c'est pas tellement ce que l'on dit souvent, que Mars a perdu de son eau. Il reste pas mal d'eau sur Mars. Elle en a certainement perdu une partie, mais il en reste pas mal sous forme de glace, dans le sous-sol, dans les calottes polaires, etc. La vraie question qu'on doit se poser, c'est pourquoi Mars a-t-elle perdu son atmosphère? En d'autres termes, pourquoi Mars a perdu son dioxyde de carbone? Alors il y a plusieurs idées derrière ça. Initialement, on s'est dit, ça s'est passé comme sur Terre. Sur Terre, il y a énormément de dioxyde de carbone dans le système, mais en fait, il faut le dire qu'il y en a très peu dans l'atmosphère. Le peu qu'il y a est un souci pour nous, parce qu'on en rajoute, c'est le problème du changement climatique sur Terre, mais l'essentiel du CO2, du dioxyde de carbone sur Terre, a réagi avec l'eau liquide pour former des roches calcaires, ce qu'on appelle des carbonates. Il y a l'équivalent de 60 atmosphères de dioxyde de carbone sous forme de roches calcaires sur Terre, dans les falaises d'Étretat et d'autres roches, d'autres régions où il y a des roches carbonates calcaires. On s'est dit que c'était passé la même chose sur Mars. D'autant plus que sur Mars, vous avez du CO2, vous avez de l'eau liquide, on dissout, on forme ces roches calcaires, mais comme il n'y a pas de tectonique des plaques, la surface n'est pas recyclée, et on peut imaginer donc que c'est un piège éternel. Une fois que le CO2 a réagi, il reste coincé là. On s'attendait donc à trouver beaucoup de roches calcaires, de carbonates sur Mars. Et lorsqu'on est arrivé il y a quelques années, avec des spectromètres capables de détecter ces roches carbonatées, on a été déçus, on n'en trouve presque pas. Et depuis on mène l'enquête, on en trouve un tout petit peu, mais presque pas. Donc il semble que ce n'est pas ça qui est à l'origine de la perte, de la disparition de l'atmosphère de CO2. L'autre possibilité, c'est tout simplement que ce CO2 ait disparu dans l'espace. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'au début de l'existence de Mars, la planète Mars a perdu toute son atmosphère parce que le Soleil entraînait, chauffait la haute atmosphère et qu'elle s'échappait dans l'espace. Mais après 4 milliards d'années, ce n'était plus le cas. L'atmosphère de CO2 était capable de rester tranquille, sans s'échapper avec le simple mouvement thermique. Néanmoins, on a identifié ces dernières années d'autres mécanismes assez compliqués qui permettent, année après année, milliards d'années après milliards d'années, aux molécules de CO2 de s'échapper dans l'espace. Par exemple, si on fait de la photochimie, imaginez, on prend du CO2, on le casse, on retrouve avec de l'oxygène, on forme un ion O2+,
Et si ce ion O2+ rencontre un électron, ce qui arrive, hein, ça fait une réaction extrêmement énergétique, ça casse cette molécule O2, on a 2 atomes d'oxygène qui sont éjectés et qui s'échappent. On pense que ce mécanisme-là, par exemple, est le mécanisme principal actuellement pour l'échappement de l'oxygène de Mars. On peut s'imaginer que certains ions sont entraînés par le champ magnétique du vent solaire et plein d'autres mécanismes assez subtils qui expliquent pourquoi Mars a pu, lentement mais sûrement, perdre son atmosphère. C'est l'objectif de la mission MAVEN de la NASA qui a étudié en détail et qui pense pouvoir estimer la perte, et on pense ainsi estimer que Mars aurait pu perdre environ 1 bar, peut-être 2 bars de CO2 au cours de son histoire. C'est reste extrêmement incertain. On sait, en regardant les différentes roches, que le champ magnétique de Mars a disparu il y a environ 4 milliards d'années. Et certains ont pensé que c'est cette disparition du champ magnétique qui a permis tout d'un coup à l'atmosphère d'être exposée au vent solaire, et c'est ça qui a créé l'échappement. On n'est pas sûr maintenant que ce soit le cas, et cette image que Mars a perdu son atmosphère à cause de la disparition du champ magnétique est remise en question. Dans tous les cas, que ce soit parce qu'elle n'a pas su recycler ses roches calcaires, parce qu'elle n'a pas su retenir son atmosphère, parce qu'elle n'a pas gardé de champ magnétique, dans tous les cas, le fait que Mars n'ait pas connu le destin de la Terre est certainement lié au fait qu'elle est trop petite par rapport à la Terre. Non pas parce qu'elle est trop loin, mais avant tout parce qu'elle est trop petite. Elle n'a pas assez d'activité géologique et sa gravité n'est pas suffisante. Que s'est-il passé après cette ère de la fin de l'ère noachienne et du début de l'ère suivante qu'on appelle l'ère hespérienne en géologie martienne, l'époque où il y avait des lacs et des rivières en abondance? Alors, tout indique qu'il y a eu quand même une alternance de périodes sèches, arides, mais avec de temps en temps, on voit des traces d'érosion fluviale un peu énigmatiques, mais qui montrent que de temps en temps, par période, il y avait quand même encore des précipitations et des périodes humides, peut-être même propices à la vie. On voit aussi qu'un peu partout, il y avait encore beaucoup d'hydrothermalisme. Un rover comme Curiosity a démontré que même dans des roches relativement récentes, qui dateraient de cette époque-là, on avait vraiment un réseau hydrothermal avec de l'eau liquide qui circulait dans le sous-sol, même si probablement à cette époque-là, à la surface, il faisait relativement froid et sec. Enfin, cette ère hespérienne correspond à des événements très spectaculaires qui ont lieu sur Mars et qu'on appelle la formation des vallées de débâcle. On voit dans certaines régions de Mars des immenses traces d'inondations de dizaines de kilomètres de large, de centaines de kilomètres de long. On voit que de l'eau, de la boue a coulé en abondance et de manière catastrophique. On pense qu'on peut expliquer cela par le fait qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de volcanisme. Ce volcanisme a interagi avec des zones où il y avait beaucoup de glace dans le sous-sol, voire des glaciers à la surface. Un peu comme parfois en Islande, cela a créé des immenses inondations et qui ont envahi comme ça les plaines de l'hémisphère nord en partant des régions volcaniques des hauts plateaux sud. En lien avec ces vallées de débâcle d'origine volcanique, existe une hypothèse fascinante qui serait que tous ces écoulements auraient formé un océan d'eau liquide au fond des grandes plaines du Nord à cette époque-là, il y a seulement 3 milliards d'années. Alors pendant longtemps, on a pensé que cette idée d'océan était extrêmement spéculative, mais récemment, certains géologues ont montré qu'au bord de cet océan spéculatif, on trouve des traces de tsunamis qui datent aussi de 3 milliards d'années, suggérant que vraiment il y avait de l'eau liquide exposée, et que par exemple un impact majeur d'une astéroïde, d'une météorite dans cet océan a créé une grande vague et a laissé les traces géologiques d'un tsunami sur les berges. Alors évidemment, c'est une grande surprise. D'abord, on ne s'attendait pas à ce qu'à cette époque-là, le climat soit aussi chaud et humide pour permettre un océan stable avec de l'eau liquide propice à faire un tsunami. Et d'autre part, si c'était le cas, eh bien, il devrait y avoir des précipitations sur les côtes et il devrait y avoir des traces de rivières. Ça paraît inévitable. Cependant, les faits sont les faits. S'il y a vraiment une trace de tsunami, c'est qu'il devait y avoir un océan. Donc l'enquête est en cours. Est-ce qu'on peut voir des traces de lit de rivière? Y a-t-il vraiment eu un tsunami? À suivre.